On souhaitait effectivement, après l'Allemagne, parler d'un autre marché européen très important pour le marché des seniors en Europe. Donc, nous avons choisi le UK. Et pour en parler, donc, nous avons plusieurs intervenants aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous les présente. Donc, Emmanuel Bizy et Drew Barrett du cabinet qui est donc un des partenaires de l'entreprise du cabinet Expandis basé au UK et donc qui est l'un des partenaires de BCI au UK. Voilà. Ensuite, tu pourras te présenter évidemment Emmanuel et Drew. Ensuite, nous avons aussi deux intervenants entreprises. Nous avons donc Anne-Sophie de Breuil, qui est donc la responsable UK Irlande pour l'entreprise Familéo. Donc, il nous racontera son expérience en fait de Familéo, du développement de Familéo au UK. Et nous aurons un deuxième intervenant en témoin entreprise, qui est donc Briac Rouen, de la société Predilife, qui est responsable en charge du développement commercial de Predilife au UK. Voilà. Alors concrètement, le webinaire donc, va durer maximum 1 heure, avec donc deux parties, une présentation d'Expandis, pour les grandes lignes, ce qu'il faut savoir retenir du marché senior au UK. Et ensuite, nous enchaînerons avec le témoignage d'Anne-Sophie et de Briac. N'hésitez pas à poser vos questions. En fait, voilà, le but du jeu, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'intervention. Voilà. Et puis, sur ce, je vous laisse la main. Je te laisse la main, Emmanuel, pour démarrer Merci. ce focus. Merci Catel pour cette introduction. On peut passer au slide suivant. Premier slide. Donc Emmanuel Bizy, directeur général de la société Expandis. On est basé sur 3 locations, UK, Inde et Australie. Et on couvre l'ensemble des métiers d'accompagnement à l'international. On peut passer au slide suivant. Drew, qui va faire la présentation avec moi, est senior consultant avec moi sur le UK. Drew est britannique. Donc, le français n'est pas sa langue maternelle, donc excusez-le de ses fautes potentielles et de son charmant accent anglais. Mais comme Drew, n'hésite pas effectivement à utiliser ta terminologie anglaise quand tu vas parler du UK. Donc, quelques mots sur le marché dans sa globalité, premièrement. Donc, 67 millions d'habitants. Bien sûr, la démographie est capitale quand on parle de la silver economy. Un Royaume-Uni qui est constitué bien sûr d'Écosse, du Pays-Bas, de l'Irlande du Nord. 12 régions qui sont couvertes d'abord par l'Angleterre, avec le Nord-Ouest, Nord-Est, le Yorkshire, Humber, Midland, Midland de l'Est, l'Est de Londres, le Sud-Ouest, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et les 5 plus grandes villes que vous connaissez certainement, Londres, Birmingham, Manchester, Leeds, Glasgow, avec bien sûr une centralisation du pays qui est concentrée sur Londres, avec une ville qui est proche de 11 millions d'habitants. 75 000 villes en Royaume-Uni ont plus de 10 000 habitants et une population qui vit principalement en milieu urbain à 84,5% de la population. On va passer au slide suivant. Donc, parler de démographie, bien sûr, la démographie, elle est capitale quand on parle de silver economy. Donc, 67 millions, on en a parlé précédemment. Une répartition homme-femme qui est assez équilibrée, 56-49-4 pour la partie homme. Une population en croissance toujours, avec une croissance de plus 0,3% en 2022, avec 229 000 personnes. Donc, on n'a pas de décroissance, ce qui est plutôt encourageant. Un âge médian de 40 ans. Et comme j'ai dit précédemment, une population majoritairement urbaine, à presque 85% de la population. On va passer au slide suivant. En termes d'évolution de la tendance démographique des classes d'âge, je vais aller très vite sur ce slide, on voit qu'on est assez constant. Donc depuis 1950 jusqu'à la projection à 2100, on voit qu'on est dans une répartition assez équilibrée entre la classe d'âge 0-14, 15-24, 25-49, 50-59. Slide suivant.
Avec quand même, du coup, un tassement, enfin voilà, si on se focus sur la classe d'âge qui nous intéresse, les 50, 60 plus, bon, effectivement, que cette part-là, en fait, sur l'horizon 2030, elle tend à On se, est quasiment à 40%. On est quasiment à 40%. ouais, à Donc, s'accélérer et du coup, ensuite à se tasser. Ouais. absolument. Absolument. On retrouve. On retrouve effectivement ce que vient de dire Catel sur cette répartition démographique, et on voit bien les tendances avec la projection, le census qui a été fait en 2011, hein, jusqu'à la projection jusqu'à 2032. Donc on voit bien ce tassement et cette augmentation de cette classe d'âge qui nous intéresse, de la silver economy, pour les plus de 50 ans. En termes d'économie, donc on est bien sûr dans une période post-Covid. Donc l'Angleterre a quand même connu 2 périodes difficiles. La première qui est le Covid qu'on a tous partagé malheureusement dans le monde et en Europe en particulier. Mais avant ça, il y avait le Brexit. Donc au final, l'Angleterre a connu avant cette période Covid 3-4 ans difficiles, hein, de transition, hein, sur cette période post-Covid. Mais on est quand même sur un pays qui présente une croissance économique relativement parmi les meilleurs élèves en Europe, hein, puisque en 2022, on était sur une croissance de plus de 4%. Après, bien sûr, cette baisse de Covid, où il y a eu une baisse quasiment de 9,4%. Et la projection pour 2023, c'est 0,2. Donc, on est dans une stabilité globale post-Covid, mais plutôt une économie qui résiste au final de façon plutôt bien par rapport aux projections qui avaient été faites post-Covid. Concernant le classement mondial, on est bien sûr dans le top 10 toujours, hein, des économies mondiales, puisque le Royaume-Uni est placé en 6e position et 2e position en Europe. Les projections sur 2023-2027, voilà, elles sont un peu hasardeuses, puisque ça a été fait bien sûr avant la déclaration, le conflit naissant au Moyen-Orient, et bien sûr on ne sait pas forcément ce qui va se passer en 2024 ou 2025. Mais en tout cas, voilà, une économie, on va dire, qui a plutôt mieux résisté que prévu sur cette période post-Brexit et Covid. Sur les suivants. Drew, je vais te laisser la main. Alors, Drew, le son est coupé, je crois. Non. Ah, bon. C'est les enceintes. Les enceintes, peut-être? On t'entendait il y a 2 minutes, donc a priori, ça devrait... Non? Non. Catel, tu m'entends, oui? Ouais, on t'entend très bien. Je Bonjour vais... Philippe, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Non, on a un petit... Tu peux revenir en arrière? Voilà, et donc le slide suivant. Donc c'était pour parler des acteurs de santé, hein, donc l'acteur public britannique est le NHS, le Service National de Santé, qui est financé bien sûr par l'État et qui correspond à la sécurité sociale en France, bien sûr, et tout un d'acteurs publics qui complètent le dispositif public avec les acteurs majeurs du secteur privé qui sont AXA, Aviva, Bupa, WPA, Vitality Health, Simply Health, Freedom et CH Healthcare. Donc là, on a les 8 majeurs du secteur privé. On va passer au slide suivant. Donc ça, c'est l'évolution des dépenses de santé et la répartition entre le secteur public et le secteur privé. Donc on voit bien un pic, hein, sur la période Covid, mais sinon on est sur une dépense, une projection pour les années 2004 qui tendent vers les 200 milliards. Donc on est sur des niveaux de dépenses qui sont un petit peu en dessous de la France et de l'Allemagne, mais qui sont bien sûr parmi les trois plus importants en Europe. Slide suivant. Donc ça, c'est l'évolution, bien sûr, du secteur privé. Hein, tout à l'heure, on parlait du secteur public. Et là, on voit plutôt une explosion, hein, puisque on a des dépenses de santé
par rapport aux acteurs privés qui ont été multipliés par 3 sur la période 97-2022. Donc ça montre bien la prédominance et le poids grandissant du secteur privé par rapport au secteur public au Royaume-Uni. Slide suivant. En termes d'éléments clés sur le système de santé, il faut savoir que quasiment un Britannique sur 4 a souscrit au système de santé privé, donc au mutuel. 1 sur 10 a recours aux soins privés dans le cours a utilisé le service, une mutuelle ou un service de santé privée dans les 12 derniers mois. Et effectivement, à peu près un tiers de la population privilégie les cliniques ou le secteur privé par rapport au secteur privé. Juste un commentaire là-dessus. Est-ce que la mutuelle, donc, elle n'est pas obligatoire au Royaume-Uni, du coup, et dans la population plutôt senior, est-ce qu'on sait dire effectivement si les seniors aujourd'hui ont tous une mutuelle ou pas? Alors, ils n'ont pas tous une mutuelle. En général, il y a deux phases de vie, c'est-à-dire que sur la partie entreprise, bien souvent, les seniors, donc on parle dans la population qui a plus de 50 ans, qui est bien souvent en activité, puisque l'âge de la retraite au Royaume-Uni est passé à 67 ans. Donc sur cette période de 17 ans, de 50 à 67 ans jusqu'à l'âge de retraite, ils sont souvent sur une mutuelle qui est couverte par l'entreprise, pour la majorité, plus de 50%. Et quand les personnes rentrent en retraite, bien, on est sur une population qui est à peu près les 2 tiers à prendre une mutuelle. D'accord. En termes d'efficacité, on est plutôt sur un système qui fonctionne bien. Et suite à une enquête qui a été faite récemment sur YouGov, 53% des populations pensaient que le système était rapide et fonctionnait plutôt bien. Donc c'est plutôt encourageant. Le temps d'attente, par contre, sur MHS pour des rendez-vous ou des opérations telles qu'une remplacement de genou ou de hanche, qui est l'exemple qui est pris sur ce slide, il est quand même long puisque c'est une attente à peu près de plus de 13 semaines. Dans le public, on est d'accord. Dans le public, c'est ça. ça. Le public. D'où. On peut passer au stade suivant, effectivement, merci. Donc, je parle effectivement très rapidement, donc c'est l'information que j'ai donnée tout à l'heure sur la notion de dépenses de santé. On est dans le top 3, mais on est en 3e position, donc un tout petit peu en dessous de la France en termes de dépenses du système de santé par rapport au PIB du pays. Mais on se trouve dans cette tranche qui est autour de 12%, proche de la France et de l'Allemagne, bien loin de l'Australie, des États-Unis. Pardon. On peut passer au slide suivant. Il y a un système majoritairement privé aussi. Le Edge-Tech, donc les seniors, UK Netscape. Donc là, c'est encore une fois très rapidement, on a fait une répartition des différents segments du Edge-Tech au UK. Ce qu'il faut retenir sur ce slide, c'est que bien sûr, on a 40% qui correspond à tout ce qui est caregiving, les services à la maison, le service, et les centres de retraite qui représentent à peu près 30%. En Angleterre, ils appellent ça retirement housing. Pour ceux qui nous auraient rejoints, effectivement, on a commencé, vous aurez tout cela disponible en replay, mais n'hésitez pas à poser aussi vos questions, nous interrompre au fil de la présentation pour que le format, ça réponde précisément à vos questions des uns et des autres aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, on continue. On continue. Donc, encore une fois, très rapidement sur ce slide, pour la répartition géographique, elle est assez claire. On retrouve les acteurs majeurs qui sont dans les grandes villes britanniques, avec encore une fois une concentration très forte sur Londres, puisqu'on a 87 entreprises du secteur avec plus de 21%. Slide suivant. Ça, c'est la répartition de la typologie d'entreprise, des entreprises du Edge-Tech. Et l'information qu'il faut retenir sur ce slide, c'est que
on retrouve quasiment 45% des acteurs qui sont sur la tranche 1 à 10 millions de livres sterling de chiffre d'affaires. On va passer au slide suivant. Donc ça, c'est la répartition très rapide de l'investissement, hein, encore une fois, dans le secteur du hashtag. Encore une fois, on peut passer assez rapidement. Il y a des infos qui peuvent être, je pense, lues a posteriori de cette présentation. Slide suivant. La carto. La carto. Et là, on voit tous les sous-secteurs de l'hashtag. Encore une fois, le but d'une carto, c'est d'avoir une représentation visuelle de l'ensemble des acteurs. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais on retrouve effectivement toutes les grandes hashtags. On va retrouver Serra tout à l'heure un petit peu plus loin, qui sont des acteurs majeurs de ce secteur. Slide suivant. Et la taille des bulles correspond effectivement enfin dire, au potentiel de business. Exactement, exactement. Elle est pondérée effectivement par rapport au poids, de l'importance dans l'ensemble du marché. D'accord. Donc parmi elles, hein, donc les gros players, comme on dit. Exactement, là on a le top 5 hein, et en l'occurrence les plus grosses levées de fonds qui sont passées sur les années 2021-2022. Je parlais de Serra tout à l'heure qui a eu un record avec une levée de fonds de plus de 350 millions. Donc ça montre bien qu'il y a un investissement qui est très important dans ce secteur. Et encore une fois, sur cette même période, on a 4 autres acteurs qui ont réussi à faire des levées de fonds entre 40 millions et 60 millions. Donc avec effectivement Unwind, Push Doctor, Accurex et Florence. Ce sont toutes des sociétés britanniques, on est d'accord? Absolument. Ok. Est-ce que, comme ça, en question non préparée, mais est-ce que vous avez connaissance d'acteurs étrangers de cette envergure hein, qui arrivent à se mettre à niveau des big players UK? Là, on est sur des levées de fonds locales, donc en général, ça veut dire que c'est que des entreprises britanniques. Quand c'est des entreprises, si c'est une entreprise allemande ou française, en général, les levées de fonds elles se font majoritairement soit dans le marché domestique, ou soit effectivement beaucoup d'acteurs majeurs font la décision que s'ils veulent faire une levée de fonds étrangers, c'est plutôt un focus US. Hein, donc, les plus grosses levées de fonds de l'hashtag elles sont dans les 3 dernières années, sont faites aux US. Même chose, là, c'est sur la notion d'opération M&A, donc les rapprochements et les acquisitions qui sont passées entre 2019 et 2022. Et là, on a les majeurs. On peut passer au slide suivant. Donc là, techno pour effectivement les seniors. Et là, effectivement, on a ce mapping qui présente les acteurs, encore une fois, majeurs du secteur de l'hashtag, avec cette notion de segmentation sur la notion design, construction, management, et sur les gens qui sont sur la partie software, les property, donc l'investissement sur les maisons de retraite, hein, bien sûr, principalement, et bien sûr la troisième catégorie qui sont les appareils médicaux, medical device, sur le marché britannique. On peut passer au slide suivant. Là, on va parler donc effectivement des maisons de retraite, hein, donc des retirement lodgements ou les maisons des seniors, et leur répartition au Royaume-Uni. Donc là, encore une fois, on retrouve vraiment une répartition qui est assez égale. On parlait des acteurs du secteur qui étaient majoritairement londoniens. Là, en fait, on voit effectivement que là, par contre, les maisons de retraite sont beaucoup plus étalées. Alors, il y a une première raison, c'est que le coût du logement à Londres est un des plus élevés en Europe. Donc forcément, le prix du mètre carré pour construire une maison de retraite à Londres est moins pertinent. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve au final une majorité de maisons de retraite qui on va retrouver dans le sud-est, le sud-ouest également, avec la grande majorité des acteurs qui investissent dans ces 2 régions au Royaume-Uni. Slide suivant. Donc là, c'est les catégories, encore une fois, on va passer très rapidement, des besoins qui sont identifiés, qui sont bien sûr tout ce qui est mobilité, dans la maison et en extérieur. Dans l'extérieur, avec effectivement des outils, des appareils de déplacement, et pour la maison, bien sûr, les fameux ascenseurs, par exemple, qui est l'exemple choisi
pour les problématiques d'escalier, pour les gens qui ne veulent rester dans une maison ou avec étage. Et après, les équipements plus spécifiques qui sont liés à des moments de vie, soit de la salle de bain, de la chambre ou de la cuisine. On va passer au slide suivant. Après, on verra effectivement, via le témoignage d'Anne-Sophie, effectivement, la répartition entre voilà, les seniors. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une grosse majorité qui tend à vouloir rester aussi à domicile, ou est-ce que c'est plutôt la tendance est d'aller dans les résidences seniors pour avoir le support médical? Ça serait intéressant aussi d'entendre le témoignage d'Anne-Sophie là-dessus. Absolument. Puis elle a la réponse. Hein, Après, vous aurez de toute façon, je le répète, vous aurez la vue de... Allô? Ouais, je crois que ça a sauté. Vous aurez la possibilité de prendre contact avec nos intervenants à la fin. Je passe le suivant, donc les slides suivants. Là, c'est sur la notion d'utilisation d'Internet par les seniors. Et on voit bien sûr cette croissance importante. Là, on a les deux courbes de la population des 55-64 ans et des 65 ans, 74 ans. Donc on voit qu'au final, on est sur une tendance à 2020 où on aura 88% et 61% respectivement de ces deux catégories qui utiliseront Internet. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour tous les gens qui sont dans la tech. Et en termes d'outils, d'utilisation de mobile, smartphone, tablette et réseaux sociaux, on est sur une utilisation alors, qui est beaucoup plus, par contre, segmentée. Bon, pour le mobile, c'est effectivement la majorité, plus de 80%. Donc le téléphone, simplement téléphone mobile. Par contre, sur la partie smartphone, on est déjà sur soit 58% des utilisateurs de plus de 65 ans qui n'utilisent pas forcément un smartphone. Et les tablettes, on est aussi pareil dans ces mêmes niveaux d'utilisation où on va retrouver 32% et 34% de façon respective d'utilisation des tablettes ou des réseaux sociaux. Donc simplement un tiers de cette population qui vont être, et c'est là où d'ailleurs tout l'intérêt de l'offre de Familéo, on le verra tout à l'heure, qui montre que les plus de 65 ans n'utilisent pas les réseaux sociaux et donc pour la connexion avec la famille, il y a des solutions qui existent. On va passer au slide suivant. Là, on retrouve les 4 acteurs majeurs de soutien. Donc là, c'est la destination plutôt des entreprises bretonnes qui souhaiteraient investir au UK. Donc il y a 4 entités qui peuvent les aider potentiellement dans cette démarche. London Partner, qui est une entité, bien sûr, qui est principalement liée à l'écosystème londonien. DIT, Department of International Trade, qui est l'équivalent de Business France, qui fait bien sûr, comme Business France, une activité d'invest, donc qui aide les entreprises étrangères et françaises en particulier à s'implanter, à développer, à investir au Royaume-Uni. Et ensuite, il y a 2 autres entités qui sont la Tech London, qui là c'est plus pour les acteurs de la tech, et gov.uk, qui est l'entité gouvernementale. On peut passer au slide suivant. Quelques avantages avantages fiscaux, pardon, qui montrent ce que propose aujourd'hui le gouvernement en termes d'avantages pour les investissements d'entreprises françaises et bretonnes, en particulier au Royaume-Uni, avec une flat rate de 10% sur les bénéfices pour les investissements, tax relief, donc alors j'ai plus le terme français, Catel, aide-moi. Les exemptions de... Crédit d'impôt, c'est ça en français, ouais. Taxe crédit d'impôt, et aussi des aides pour effectivement l'accès au crédit pour toutes les entités qui font de la recherche et développement. On peut passer au slide suivant. Ouais, si tu veux, du coup, dis-moi si tu veux qu'on passe sur certains sujets, parce que je voudrais aussi qu'on m'accorde du temps. Ouais. Là, je crois qu'on arrive à la fin, donc on est sur les 20 minutes, Donc l'aspect réglementaire, très rapidement, où effectivement il y a le UK Health Social Care Act 2008 qu'on peut présenter s'il y a besoin, qui donne la réglementation majeure des acteurs de la tech au Royaume-Uni. On peut passer au slide suivant. Même chose, je pense qu'on va effectivement passer encore une fois au slide suivant.
Les opportunités, simplement, on en a parlé déjà tout à l'heure, sur le segment de l'indépendance, la mobilité, le transport, tout ce qui est lié à la notion de fonction cognitive et l'accès au système de santé, en l'occurrence tout ce qui était télé-health, donc l'accès à distance, et tout ce qui est e-care planning, qui sont bien sûr les 5 catégories qui représentent les opportunités sur ce marché. On passe au slide suivant. On va passer aux slides suivantes aussi pour aller plus vite et aller directement à la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est effectivement l'industrie de l'EdgeTech globalement et la silver economy est en croissance très forte, hein, puisque ça représente à peu près 428 millions de livres sterling en termes de revenus sur 2021. En termes de catégories, on a vu qu'effectivement Londres était très majoritairement la zone où il y avait le plus d'acteurs, et 40% du marché était capté par les 2 segments, hein, qui sont l'aide à domicile et les acteurs des maisons de retraite, du soin résidentiel. Ça, c'est pour les 40% du marché. Ensuite, on a vu la répartition qui est assez uniforme, hein, sur l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut ainsi retenir, c'est la notion de spécificité des différentes régions britanniques, où chacun a un régime particulier et une autorité compétente sur l'aspect réglementaire. Ensuite, je pense que l'élément à retenir, c'est que le Royaume-Uni, dans sa globalité, fait partie bien sûr des leaders, hein, dans la silver economy et dans l'EdgeTech en général. En Europe, en tout cas, bien sûr, ça fait partie du top 3. Hein. Et enfin, on voit que l'aspect tech, l'augmentation très forte d'utilisation des outils comme le smartphone, montre que ce segment de la tech est capital, bien sûr, pour ce secteur de la silver economy. Et on peut passer au slide suivant, qui est le dernier slide. Ensuite, on passera la main. Enfin, effectivement, pour parler des 4 grandes structures, pardon, majeures du secteur, hein, puisqu'on a Onshore Hanover, sur les associations National Institute of Healthcare Excellence, le NICE, The Center for Aging Better, The Association of British Healthcare Industry, et la dernière qui est le United Kingdom Home Care Association. Alors, on retrouve les acteurs de l'écosystème de la silver economy. Slide suivant. Et on va passer. Voilà. Et avant de peut-être, voilà, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, on pourra aussi vous aider à justement découvrir, en tout cas, savoir quels sont les événements professionnels sur lesquels vous pourriez aussi vous placer. Donc, Briac et Anne-Sophie vont nous en parler. Mais si vous avez un domaine bien particulier, en tout cas, on pourra aussi documenter ce point-là par la suite. Alors maintenant, on va passer donc au témoignage, aux témoins entreprises. Donc, nous en avons 2 aujourd'hui. Merci à nouveau Anne-Sophie et Briac d'être présents. Merci Emmanuel, pardon, j'ai oublié de te remercier pour... on a eu un petit couac avec Drew sur la présentation, mais en tout cas merci pour cette partie macro sur le marché des seniors au UK. Maintenant, on va donc passer au témoignage de Familéo, qui est une entreprise bretonne basée à Saint-Malo, dont le siège est à Saint-Malo, déjà présente depuis quelques années à l'international. Et donc, nous avons Anne-Sophie de Dreuil, qui est responsable du marché UK et Irlande, qui a accepté très gentiment de partager son témoignage, son expérience, son vécu familier au UK. Pourquoi le UK? Quels ont été vos critères? Comment vous y êtes allé? Voilà, quelles sont les opportunités que vous voyez dans le secteur? Et puis, voilà, les conseils que tu pourrais nous donner aux entreprises. Je te laisse la parole, Anne-Sophie. Super, merci beaucoup. Écoutez, il y a déjà eu beaucoup d'infos, donc je vais essayer d'être synthétique. Mais surtout, n'hésitez pas à m'arrêter pour poser des questions, que ce soit une discussion peut-être. Donc voilà, juste pour rappel, Familéo, c'est donc une entreprise basée à Saint-Malo, créée en 2015. Et donc, on s'inscrit dans l'animation en maison de retraite, ce qu'ils appellent au UK le wellness, donc le bien-être des résidents. Et l'objet de Familéo, c'est de garder le lien familial pour les résidents en maison de retraite.
et ça fonctionne sous forme d'une application sur laquelle les familles envoient des messages et tous ces messages sont transformés, sous la forme d'une gazette qui est imprimée par la maison de retraite et donc le résident, donc le proche, reçoit tous ces messages, sous format papier et donc qui est beaucoup plus accessible que, par, un téléphone. Donc voilà. Familio, ça a commencé à se développer à l'international il y a maintenant 4 ans. On a commencé d'abord au UK en Espagne et puis après on a regardé, d'autres pays comme le UK. On a une offre B2C, donc ça c'est pour les familles, pour qu'elles prennent elles-mêmes leurs abonnements et une offre B2B, donc en EHPAD et moi c'est surtout sur ce créneau-là que je suis. Enfin mon rôle c'est de développer la partie EHPAD, donc c'est ce enfin je vais plutôt parler de ça, donc dans la silver economy au Royaume-Uni. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc quand on s'est posé la question du UK, en fait, c'est venu assez simplement parce que l'application avait été développée, en anglais, puisque vous imaginez bien que quand vous développez une appli en anglais, ça vous offre non seulement le marché, britannique, Irlande, mais aussi, le Canada, les États-Unis, peut-être l'Australie. Donc, voilà, développer son appli en anglais, ça paraissait normal. Après, c'est, où est-ce qu'on commence? Donc, enfin, on a fait ces petits tableaux, enfin, j'ai mis ces petits tableaux parce que c'est quand même, il y a une étude derrière, bien sûr, mais ça, c'est un peu le résultat de l'étude qu'on a faite. Donc l'étude de marché, critère hyper important au début, bien sûr. Il y a eu plein d'éléments macro déjà pour faire votre étude de marché qui viennent d'être annoncés et puis après, c'est un peu regarder, mon produit, comment il s'inscrit, dans ce marché, où je pense aller. Ce qui est important de savoir, c'est que enfin, il y a vraiment un critère qui est hyper important, c'est la proximité. Donc, en fait, on était: «Est-ce qu'on prend l'Espagne ou est-ce qu'on prend l'Angleterre en premier?» Et en fait, l'Espagne, ça a été en premier simplement parce qu'il y a une personne qui a dit: «Moi, je veux développer Familio en Espagne». Et c'est rigolo parce qu'il y a eu 2 façons très différentes. L'Espagne, on a ouvert une filiale, et on a envoyé un VIE et une autre personne là-bas. Alors qu'en Angleterre, ça a été très long et c'est toujours un peu compliqué en Espagne, honnêtement. Alors qu'en Angleterre, du coup, on a été un peu plus prudent et donc très vite, Famileo a recruté un responsable, développement. Il restait en France et ils se sont dit: «On ouvrira une filiale, quand, le marché sera plus, mature et qu'on aura enfin l'argent pour ouvrir cette filiale» et c'est une stratégie qui a payé parce qu'aujourd'hui, l'Angleterre enfin, familiaux en Angleterre, ça fonctionne mieux que les autres pays qu'on a ouverts. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, c'est, comme, ce que nous a dit, ce qu'on a entendu, c'est un énorme marché. Enfin, c'est aussi gros que la France, enfin, c'est plus gros que la France même. Nous, on a vu que, en termes de nombre d'EHPAD, il y en a plus, en fait, parce que les EHPAD sont plus petits en Angleterre. En moyenne, c'est à peu près 50 lits, alors qu'en France, ce sera 80 lits. Donc pour nous, bah, forcément plus d'EHPAD, plus de clients donc ça paraissait assez facile. Après en termes de rentabilité, c'est un pays où c'est très secteur privé, donc il y a quand même pas mal d'argent finalement. Et puis voilà, on a tout de suite testé notre produit dans des maisons de retraite, donc gratuitement. Forcément, il faut passer par là. Faut reprendre un peu la logique de, je monte une entreprise à l'étranger. Il faut pas se dire, «Bah, moi, mon entreprise, elle est hyper connue en France et donc du coup, bah, je vais m'appuyer, sur le fait qu'en France, j'ai des super références et donc le UK, enfin, ça va marcher». Faut vraiment pas se dire, la France et le UK, c'est pareil et tout ce que je sais de la France, je vais le reproduire là-bas parce qu'en fait, c'est quand même des marchés très différents. Donc nous, on est passé par des tests gratuits en maison de retraite. On a fait tester notre solution pour justement avoir, des références sur le marché et faire marcher le bouche à oreille et faire connaître Familio. La concurrence, donc on n'avait pas de concurrence directe, donc je pense que c'est pour ça qu'au début on a mis plus, c'est parti, il y a pas de concurrent, donc Familio, ça va être génial. Mais le UK, c'est quand même un marché hyper compétitif et hyper concurrencé parce que, il y a beaucoup d'innovations sur le secteur et je pense qu'on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'investissements, donc c'est aussi pour ça. Enfin voilà, c'est génial parce qu'ils sont très ouverts à la tech, ils sont très ouverts aux nouvelles technologies. Comme c'est un marché très concurrencé, même entre les EHPAD puisque c'est très secteur privé, ils veulent avoir, la dernière, innovation et cetera. Donc ça, c'est super si vous avez un produit très innovant, mais vous êtes pas les seuls, en fait et typiquement nous, dans notre, domaine, l'animation, le wellness, ils ont un certain budget et ils peuvent pas acheter toutes les nouvelles technologies donc c'est, heu
enfin voilà, c'est essayer de se démarquer et de montrer que notre produit aura plus d'impact qu'un autre, qui est peut-être plus innovant. Il y a beaucoup de développement avec l'intelligence artificielle au UK. Donc voilà, enfin moi je fais beaucoup de salons et à chaque fois, tous les ans, il y a des nouvelles entreprises avec des nouvelles solutions, etc. Et d'ailleurs, des Pardon. solutions, pardon Anne-Sophie, une concurrence qui est plutôt locale ou tu dirais des étrangers, une concurrence étrangère comme vous finalement sur le marché UK? Alors, il y a un peu les 2. Il y a beaucoup, UK, mais il y a aussi effectivement, sur, les gros salons, je vois pas mal d'étrangers, des pays, nordiques et aussi là récemment, il y avait une entreprise française qui était à un salon en octobre, qui pareil se lance, comme nous, sur le UK. Donc, ouais. D'accord. Bon, ça montre que Et vous en avez bien ouais. ciblé le bon marché en même temps. Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr que enfin, nous, on est très contents du UK et c'est un marché qui va être très porteur pour Famileo, mais voilà, ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'il faut se faire un nom, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait 3 ans donc qu'on est au UK et le développement, enfin voilà, la première année, on a eu 20 maisons de retraite, la deuxième, on en a eu, 50 autres et là, enfin et là, c'est 80 cette année. Donc en fait, ça ne fait que, augmenter, et ça, c'est parce qu'on a réussi à se faire un nom et pour se faire un nom, donc c'est forcément acquérir des nouveaux clients, mais c'est aussi parce qu'on est très présent dans l'écosystème. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de salons, je me déplace énormément en Angleterre et en fait, on est non seulement, je pense, on commence à être un peu connu, des maisons de retraite, mais on est aussi très connu, des acteurs, des associations, des partenaires de tous ceux en fait qui parlent un peu de la silver economy, au UK. Et voilà et après bon voilà, une fois que vous avez étudié votre marché, faut voir en interne, la faisabilité et donc ça, bah, forcément, l'anglais, c'est quand même une langue, c'est facile de trouver quelqu'un qui parle anglais à recruter. Donc c'est plus simple que si vous partez, je sais pas moi, sur, des pays, comme la Chine. Hem Et après, la proximité fait que pour y aller, c'est assez simple. Nous, je vous dis, on a personne basé en Angleterre pour le moment et ça nous a pas empêché d'avoir une présence là-bas, quoi. Une présence, avec des clients et En cetera. même temps, tu le dis, tu es sur le terrain, tu es présente au Royaume-Uni, même si vous n'avez pas de bureau ou de filiale pour le Exactement, moment, tu es quand même présente sur le terrain. exactement. Mais donc du coup, avec, avion ou train, c'est vraiment faisable depuis la France. Bah, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, sauf si Ouais. quelqu'un a des questions, mais voilà. Voilà, donc c'est comment ça s'est développé, mais j'en ai un petit peu parlé. Donc, voilà, au début, on développe l'application en anglais, donc il y a les premières gazettes qui sont envoyées en B2C, là, pour le coup. On recrute un chargé de développement qui fait une étude de marché. On fait des tests gratuits, ça se transforme, donc on a notre première EHPAD qui a souscrit à Familéo. On a recruté quelqu'un, nous, au support client, parce que c'est très important pour la rétention. Donc ça, c'est venu très vite. Et puis après, bah, moi, je suis arrivée en début 2021. Et, et après, on a ouvert le B2C l'année dernière. Mais bon, c'est complètement à part, donc voilà, j'en parle un peu moins. Mais voilà, après, du coup, maintenant, on a un assistant, moi et la personne au support client qui est toujours là. Et aujourd'hui, on a 230 EHPAD partenaires au UK. Et vous avez du coup fait appel à des supports comme Expandis, Business France ou autres? Non, on est des mauvais élèves. Non, j'avoue, on n'a pas fait. Non, 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 c'est Je pas. veux Non, pas. non, mais du coup, c'est ça. Voilà, donc vous êtes sur un segment ou un business qui effectivement nécessite d'être sur le terrain, etc. Et il ne veut pas forcément dire un besoin d'accompagnement Non. par Après, nous, secteur. on a un produit qui est très simple. Enfin, il y a une partie dont j'ai pas parlé sur l'étude de marché. En termes de législation, enfin, nous, c'est une appli. Il y a pas de produit envoyé en Angleterre. Il y a très peu de réglementation sur tout ça. Donc, enfin, peut-être que là, on aurait eu besoin d'études un peu plus poussées et d'accompagnement plus juridique. Mais c'est vrai que sur une solution aussi simple que Familéo, enfin, c'était vraiment aller chercher des clients, quoi. C'était plus la démarche commerciale qu'il fallait qu'on mette en place. Ouais. Alors après, je sais, voilà. Bon, alors c'est très bref comme slide. J'ai un peu plus de choses à dire. Hem, les points de vigilance, donc effectivement, au début, on n'a pas du tout pensé à la législation et cetera et en travaillant, en cherchant des clients et cetera, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose au UK qui était très, très important. On en parle aussi pas mal en France,
Mais encore une fois, on peut pas dire: «Ben non, mais c'est bon, on est certifié par la CNIL, on respecte les normes européennes et cetera», en termes de RGPD. Parce qu'en fait, pour eux, ça veut plus rien dire. Enfin, c'est pas que ça veut plus rien dire, mais ils ont bien compris qu'ils faisaient plus partie de l'Union européenne. Les lois, elles ont un petit peu changé. Donc pour éviter de de me retrouver avec des questions un peu compliquées, c'est vrai qu'être, très au point sur, la RGPD et cetera, c'est important parce que dans le système de soins, le respect des données des résidents, c'est très important au UK. Hem, Parce que s'il arrive quoi que ce soit, ça leur retombe dessus et ça fait mal. Donc voilà, ça c'est vraiment un point, important. Moi, j'ai mis, la différence culturelle parce que je pense qu'on avait trop pris pour acquis, le UK, c'est comme la France, alors que c'est vraiment pas comme la France et même les Britanniques, ils ont une culture qui est très différente. Un oui en Angleterre, c'est pas le même oui qu'en France et de la même façon qu'un non, que vous n'entendrez d'ailleurs très rarement. Donc le oui veut souvent dire non et ça, faut bien le garder en tête. Donc voilà, essayer de et c'est pour ça qu'en fait, être sur place, enfin, aller en Angleterre et rencontrer les gens, c'est quand même beaucoup plus facile qu'en visio, parce qu'il y a plein de subtilités, qu'on ne voit pas en visio, en fait et faire du business, en voyant les gens, surtout quand vous avez une différence culturelle, c'est enfin, pas la même culture, c'est important. Là, on fait face à un problème, donc il y a quand même un produit qu'on doit envoyer maintenant, qu'on a développé. Et on est souvent arrêté par les douanes, c'est très compliqué, mais vraiment. Enfin, on envoie des choses aux États-Unis, c'est plus simple que d'envoyer en Angleterre. À cause du Brexit, c'est très compliqué d'exporter au Royaume-Uni. Donc, nous, on passe par Chronopost et souvent pour les salons d'ailleurs, pour envoyer le matériel et c'est très souvent bloqué en douane. Donc ça, c'est vraiment un point, important. C'est ça, je pense que ça prend pas très longtemps de faire une formation et cetera, mais renseignez-vous bien, sur, vos produits parce que ça peut vraiment bloquer. Et maintenant, faut faire plein de documents, pour envoyer quoi que ce soit en Angleterre, voilà. Et donc j'ai mis, point de vigilance, marché compétitif, donc c'est ce que je disais. Il y a beaucoup d'innovations qui sortent, donc faut être vraiment, faut toujours innover sur son produit, faut toujours aller voir ce que font les autres et cetera. Et la crise économique, donc c'est vrai qu'au niveau macro, c'est ce que tu disais, ça se voit moins, mais ça impacte quand même la silver economy, la crise économique parce que nous, on se plaint de nos factures de gaz et cetera, mais l'énergie au Royaume-Uni, c'est très, très dur pour les ménages et forcément aussi pour, des EHPAD, typiquement. Moi, j'ai des clients, leur facture, elle fait x4 donc quand vous avez, 100 établissements, bah, ça se ressent vraiment, et il faut couper des budgets autre part, quoi. Voilà et opportunités et bonnes pratiques. Donc j'ai mis diversité culturelle. Ça, c'est parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers, qui sont pas, natifs d'Angleterre et ça, c'est assez sympa parce que donc moi aussi, j'aurais tendance à m'excuser pour mon accent et cetera, mais en fait, en Angleterre, il y a vraiment enfin, je pense qu'une personne sur 3 à qui je parle n'est Mmh. pas, britannique. Donc en fait, ça les gêne pas de faire affaire avec des étrangers. Enfin moi, en tout cas, je trouve que c'est assez sympa, de en fait, ouais, voilà, il y a vraiment beaucoup d'étrangers là-bas, donc Une ça les ouverture gêne pas, quoi. d'esprit, ouais. Exactement. Ça, c'est vraiment chouette. La proximité géographique, l'anglais qui est une langue, quand même très accessible aujourd'hui. Hem, Moi, je vous conseillerais donc ça, c'est un truc que fait pas encore trop Familio, parce qu'on n'a pas de ressources, humaines, mais l'inbound marketing en Angleterre, c'est assez important. Donc ce que je parle d'inbound marketing, c'est donc nous, on fait beaucoup de développement commercial, par, prospection. Mais en fait, eux, ils sont très, très, sur les réseaux, sur des webinaires, sur des écritures de livres blancs, tout ça. Donc ce qu'on voit un peu en France, mais là-bas, c'est vraiment très important. Ils vont chercher les infos, ils préfèrent vous contacter plutôt que vous les contactiez et cetera. Donc si vous avez, des ressources comme ça en interne, moi je mettrai le paquet là-dessus et voilà, aller sur place régulièrement. Moi, je vous dis, je suis allée, 15 fois en Angleterre cette année, donc c'est plus qu'une fois par mois. Et rencontrer les acteurs de l'écosystème. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé. On ne s'est pas tout de suite rapproché de maisons de retraite, mais de personnes qui ont déjà des clients, enfin des associations en fait, qui sont en contact avec, nos clients, finaux et qui ont pu nous mettre en relation, avec qui on a pu faire des webinaires, présenter notre solution et cetera et ça nous aide encore. Je m'appuie encore beaucoup sur ces relations qu'on a créées et voilà, après parce qu'après c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne.
Une question Voilà. d'ailleurs, Ouais. merci Anne-Sophie. Une question, c'est la rapidité, le temps de décision. Est-ce qu'il est long par rapport à la France sur laquelle vous êtes déjà aussi très présent? Est-ce que tu saurais dire que voilà, les temps de décision sont sensiblement les mêmes que la France, l'Espagne, où vous êtes présent, ou différents? Ouais, c'est sensiblement la même chose. Ça arrive que ce soit très rapide, contrairement peut-être à la France, mais c'est sensiblement la même chose. Enfin, après nous, on a notre cycle de vente, il est tellement, enfin ça dépend quoi. Il y a des gens qui vont mettre 1 an à se décider et d'autres, qui vont vous signer votre contrat le jour J, donc c'est sensiblement, la même chose. Mais je trouve quand même qu'il y a une ouverture d'esprit sur, l'innovation qui est vraiment enfin pour nous, pour notre, produit qui est assez chouette, quoi. Enfin et je pense que le fait que comme les EHPAD sont beaucoup privés, ils sont en concurrence les uns avec les autres et donc bah, voilà, faut avoir, les meilleurs services à offrir donc ils cherchent vraiment beaucoup d'innovation. Ce qui peut aussi vous faire sortir très vite s'il y a quelqu'un d'autre qui a créé quelque chose de mieux mais bon, voilà. Il faut Après ça, vraiment c'est, occuper le la terrain, quoi. rétention. Ouais, voilà. Ok, merci beaucoup, beaucoup Anne-Sophie. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, ne soyez pas timide. On est là vraiment pour répondre à votre question. Et puis, bon, s'il n'y en a pas, de toutes les façons, comme je le répète, vous aurez la possibilité de recontacter les uns les autres Oui, pour parce que vous parler de disiez vos... aussi, les noms des salons, Oui, je peux en donner, mais là, comme ça, il y a le Care Show qui est très important à Birmingham, qui est le plus gros salon, je dirais. Et après, donc ça, c'est en octobre souvent, le Care Show. Et après, il y a le Health Plus Care à Londres. Souvent, c'est en avril. Et bah, après, il y en a beaucoup d'autres. Ah oui, il y a juste un domaine, donc ça, je pense que ça ne concerne pas que Familio. Il y a quelque chose dont ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup en Angleterre et qu'on ne voit pas trop encore en France. C'est ce qui s'appelle dementia. Donc, c'est les troubles cognitifs. Et ça, c'est un domaine où il y a beaucoup de recherche, d'innovation. Et c'est un créneau qui est. Enfin, nous, typiquement, c'est un peu un créneau sur lequel on surfe parce que c'est très, très porteur dans le milieu des maisons de retraite. Parce qu'en fait, tous les gens qui n'ont pas forcément de troubles cognitifs, etc., vont préférer rester à la maison. Donc, c'est une question que vous m'aviez posée. Il y a beaucoup, beaucoup de soins à domicile, d'entreprises de soins à domicile qui se développent en Angleterre. Les gens préfèrent quand même rester chez eux. Mais une fois que vous êtes en EHPAD, en care home, c'est souvent que vous avez de la démence, enfin dementia. Et donc, en fait, toute innovation dans ce domaine est vraiment la bienvenue, quoi. Ils font beaucoup de recherches là-dessus. hum. Et on y travaille effectivement avec nos collègues de l'AMON. Bien, écoutez, merci Anne-Sophie en tout cas pour ton témoignage hein, qui était très, très clair et voilà, qui effectivement rassure sur le fait que marché UK, oui, c'est important, voilà, et c'est aussi important effectivement d'occuper le terrain, tu l'as très bien dit. Merci à toi. Merci. Et puis, on va donc passer au deuxième témoignage, Briac Crohan de la société Predilife. Oui, Euh, alors, je te laisse te présenter et puis nous raconter l'expérience bonjour. Predilife au UK. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir sur ce webinaire. Je rebondis juste sur ce que disait Anne-Sophie alors, dans l'objectif d'un partage d'expérience. Effectivement, la douane, c'est un peu compliqué en ce moment au Royaume-Uni. Nous, on est passé maintenant par un transporteur qui s'appelle CEMO qui facilite énormément. Donc, j'y reviendrai, je vais me présenter après, bien sûr, mais voilà, CEMO, CEMO, qui facilite le transport. Nous, c'est des kits génétiques surtout. Donc voilà, on a trouvé une espèce de petite solution pour parer un peu les difficultés de la douane qui est devenue compliquée avec le Brexit. Donc pour me présenter, j'ai un peu commencé à l'envers, mais ça voilà, j'ai pensé à ça lors de la présentation d'Anne-Sophie. Donc moi je m'appelle Briac Rouen, je suis originaire de Rennes, je travaille pour la société Predilife depuis 3 ans et demi maintenant, et je suis basé à Londres depuis 3 ans maintenant, ouais, tout pile. Predilife, c'est une société française qui est basée à Paris, qui développe des solutions de médecine prédictive et préventive. Concrètement, l'objectif, donc ça a été créé avec Gustave Roussy en 2004. On a eu 15 années de R&D et l'objectif, c'est d'améliorer le dépistage à travers sa personnalisation. Donc, on se base en fait sur différents facteurs comme la génétique, l'imagerie, maintenant les tests sanguins et
et des données cliniques pour finalement évaluer le risque de développer certains types de pathologies de manière à améliorer le dépistage en le personnalisant. Voilà. Concrètement, le dépistage en ce moment, il est surtout basé sur l'âge. On prend l'exemple du cancer du sein qui a été notre première application. C'est une mammo tous les 2 ans à partir de 50 ans. Nous, l'objectif, c'est de prendre chaque individu tel qu'il est et d'essayer d'identifier des personnes à risque pour accentuer le dépistage et pour l'améliorer. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, on peut sauter celle-ci aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est ce que je disais concrètement, notre solution, c'est un dispositif médical dans lequel en fait on collecte un certain nombre de données et ensuite on évalue le risque en fonction de ces données-là. Donc à l'origine, on s'était tourné sur le sein. Et maintenant, on a développé un bilan multipathologique qui évalue le risque vis-à-vis des principales maladies graves. Donc, c'est cancer du sein, poumon, prostate, mélanome et maladies cardiovasculaires. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi le UK? Moi, mon histoire, elle est un peu originale, parce qu'à l'origine, on s'est orienté vers le Royaume-Uni, vers les États-Unis. Moi, j'ai été recruté dans cet objectif-là. Et puis, le Covid est arrivé, me freinant dans mon arrivée. Et puis, finalement, on a commencé à regarder d'autres marchés. Et on s'est rendu compte que le Royaume-Uni pouvait être très intéressant pour PrediLife à plusieurs égards. La première, alors je n'ai pas tout mentionné sur ces slides, hein, mais la première, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite que c'était un marché un peu à 2 vitesses, avec, comme le mentionnait Emmanuel dans sa présentation, avec une partie publique donc, qui est le NHS, qui va ressembler sensiblement à ce qui est présent en France, à quelques exceptions près, où au marché public, tout est gratuit. Il n'y a même pas d'avance de frais, il n'y a pas de mutuelle. Vraiment, dès qu'on est citoyen ou résident au UK, on a accès de manière complètement gratuite. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des temps qui sont assez longs et voilà, un service de soins qui est pas le plus performant, puisque comme l'a dit Emmanuel, ce n'est pas le plus gros budget alloué à la santé. Mais en parallèle de ça, il y a le système privé qui s'est développé et qui fonctionne plutôt bien au Royaume-Uni. Donc là, on est vraiment sur un modèle différent avec des coûts qui sont assez élevés, une entrée sur marché pour des solutions comme la nôtre qui est beaucoup plus facile et un système d'assurance en parallèle pour venir combler aux prix qui sont assez élevés. Donc dans les opportunités, j'ai mis effectivement la proximité puisqu'on est à 2 heures de Paris, 2h30 en train. Donc c'est assez rapide de pouvoir retourner à Paris. Moi, je le fais régulièrement ou alors que des collègues puissent venir me voir quand on a certaines réunions importantes. On a une réglementation, et notamment pour nous qui avons dans notre solution un test génétique. Ça, c'est très intéressant pour nous. En France, le test génétique, il est obligatoirement fait sous prescription médicale, là où au Royaume-Uni, il y a une législation qui est beaucoup plus favorable. On peut réaliser un test génétique sans passer par un médecin. Donc, nous, ça nous a donné l'idée notamment de développer notre solution en B2C, directement auprès des consommateurs. Et ne pas passer par un médecin. C'est-à-dire qu'on fait les téléconsultations avec des médecins qui sont internes à PrediLife, mais voilà, on n'est pas obligé de passer par une structure autre comme on devrait le faire en France. Et puis, alors oui, dans les freins, j'ai effectivement noté le Covid parce que pour nous, ça a un peu tout chamboulé. Le Brexit, la première raison qui a été évoquée par Anne-Sophie, effectivement, c'est la douane qui est devenue plus compliquée. Et puis, voilà, il y avait tout à construire au début. Si j'ai mis la concurrence académique, c'est aussi une des raisons finalement pour lesquelles on s'est dirigé vers le UK, parce que pour la petite histoire, on a été sélectionné pour une étude européenne dans le cadre du cancer du sein qui s'appelle MyPEPS, My Personal Breast Screening, qui vise à comparer le dépistage collectif au dépistage personnalisé tel que nous on propose. Et donc c'est notre solution qui a été retenue pour le bras personnalisé. Et on s'est rendu compte que dans la concurrence qu'il y avait pour cette étude-là, c'était quasiment que des scores de risque anglais. Et donc, du coup, il y avait vraiment une appétence très élevée sur la médecine personnalisée et la médecine prédictive au UK. Donc, ça nous a donné envie d'en savoir plus. Et voilà, on s'est rendu compte que c'était un marché énorme pour nous, à plusieurs égards, hein, parce que de base, c'est beaucoup plus la médecine personnalisée, et notamment pour les seniors, est beaucoup plus démocratisée au Royaume-Uni, en tout cas de mon sentiment, qu'en France. Donc voilà. Slide suivante, s'il vous plaît.
Donc, quelques étapes clés de ma venue au Royaume-Uni. Ça me semblait intéressant d'en parler parce que pour nous, ça a été, enfin, en tout cas pour mon entreprise, ça a été une très bonne solution. Moi, je suis parti en VIE, donc Volontariat International en Entreprise, qui est un outil d'aide à l'export proposé par Business France et en fait, qui vous permet d'être exonéré de toute charge fiscale pour envoyer un jeune. Donc, quand on dit un jeune, d'ailleurs, c'est jusqu'à 28 ans, donc vous avez vraiment possibilité d'envoyer quelqu'un qui est avec un profil qui se rapproche du senior, tout en limitant les frais pour notamment tester le marché dans un premier temps. Et pourquoi pas y rester, c'est ce que j'ai fait. J'ai mentionné Expandis parce que c'est comme ça qu'on a rencontré Expandis. Lors de la mise en place d'un VIE, vous devez trouver une structure d'accueil. Donc concrètement, c'est vraiment une adresse avec des bureaux qui puissent accueillir votre VIE. Et donc nous, on s'est rapproché d'Expandis pour mon hébergement. Je mentionne également le visa qui est assez simple à obtenir finalement au UK. Quand vous avez un contrat, vous obtenez ce qu'on appelle un prestator statute qui est valable pendant 5 ans et les démarches sont plutôt simples à effectuer. Donc voilà, je l'ai mentionné. Ensuite, pour l'intégration au marché, nous, on est un dispositif médical de classe 1, bientôt classe 2A avec la nouvelle réglementation. Donc, on a eu besoin de s'enregistrer auprès de la MHRA, qui est l'instance compétente dans ce domaine-là. Là encore, on s'est entouré d'Expandis, puisqu'il faut savoir que pour enregistrer un dispositif médical, il faut ce qu'on appelle une UK Responsible Person, une personne qui puisse être un point de contact pour le MHRA. Et moi, sous contrat VIE, je ne pouvais pas l'être. Donc, on s'est rapproché d'Expandis aussi, qui nous a accompagnés dans ces démarches-là et qui assure le rôle de UK RP. J'ai mentionné également le marquage UKCA, qui est le marquage qui fait suite au Brexit, en fait, qui remplace le marquage CE. Donc, pour le moment, il y a une période de grâce jusqu'à 2025. Donc, on peut commercialiser avec un marquage CE jusqu'en 2025, mais ensuite, il faudra faire certifier notre solution. Donc ça, c'est valable pour tous les dispositifs médicaux. Il faudra faire certifier votre solution à travers un marquage UKCA qui sera propre au UK. Voilà, je ne suis pas encore rentré dans les détails, donc je ne saurais pas vous dire, c'est compliqué de l'obtenir, mais voilà, ayez bien ça en tête en tout cas. Et puis la structure juridique, alors nous on est toujours en train d'hésiter, pareil, ça on a travaillé un petit peu avec Expandis pour essayer d'identifier la bonne structure juridique à mettre en place, mais on s'orienterait vers une limitée de compagnie qui est plutôt simple à créer et en fait qui peut être indépendante de la maison mère qui pour nous est à Paris. Donc voilà, donc ça c'est encore un peu en cours. Slide suivante s'il vous plaît. Oui, ça j'ai mentionné parce que ça a été une grande aide. Donc, comme je vous disais, donc système à 2 vitesses public-privé. Pour le secteur privé, ça a été plutôt simple de l'intégrer. Enfin, pas plutôt simple, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue, on peut rentrer facilement dans le système privé puisque c'est sur la décision des hôpitaux et des cliniques. En revanche, pour le NHS, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, nous, j'avais postulé à un programme qui s'appelle Bridgehead Global du réseau EITS, qui nous a permis d'obtenir une bourse de 30 000 € à mon arrivée au UK, plus un accompagnement avec une structure Innovation Agency qui est en fait le bras d'innovation du NHS. Et donc, suite à ce partenariat-là, on a eu un financement pour mettre en place une étude clinique, plus un accompagnement pour obtenir les bons contacts au sein du NHS. Donc pour nous, ça a été une étape importante et parce qu'on n'est pas prêt à commercialiser dans le NHS pour le moment, c'est très long, très fastidieux. Mais en tout cas, cette étude clinique va nous permettre d'avoir de solides des appuis et de pouvoir intégrer le NHS plus facilement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là voilà, et donc pour la private practice, le système privé, là ça a été un peu du bricolage au début, hein, il y a eu beaucoup de LinkedIn, il y a eu des appels, et là où en partage d'expérience, au bout d'un moment ça marchait pas trop, et donc je me suis dit que j'allais imprimer des plaquettes, des flyers, et j'allais aller directement dans les cliniques privées. Et j'ai eu à chaque fois un très bon accueil, j'ai pu avoir accès en fait aux médecins assez facilement à travers en passant d'abord par l'accueil. Il suffisait que j'attende un peu, j'avais l'opportunité de discuter avec des médecins
et de les convaincre de notre solution. Il y avait une appétence qui était assez forte. Et ensuite, avec les médecins, l'idée, c'était d'aller signer des contrats avec la direction, mais avec l'appui du médecin. Et je trouve que moi, cette solution a été très bonne et très efficace, parce qu'une fois qu'on arrive à convaincre l'utilisateur de notre solution, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller directement signer des contrats avec des cliniques avec l'appui du médecin. Voilà, je l'ai mentionné Business France, qu'on a fait une mission de prospection avec eux, donc ils vous donnent une liste de contacts potentiels. Et qui vous fait gagner du temps avec des contacts qualifiés, effectivement. Voilà, c'est ça, exactement. Ça qualifie des contacts. Et puis, mais je pense qu'Expandis le propose également d'ailleurs. Mais voilà, il y a tout. Je pense que je l'ai mentionné dans ma slide voilà, il y a beaucoup de structures d'accompagnement au Royaume-Uni à travers du public ou du privé. On peut aussi mentionner BPI. Donc nous, on n'a pas eu recours à BPI, mais qui font beaucoup de solutions financières pour aider à l'export. Donc n'hésitez pas à aller visiter leur site. Ils font beaucoup de choses. Voilà, je crois que c'était tout pour une vue d'ensemble. Et du coup, toi, est-ce que, on parlait tout à l'heure de salon, est-ce que du coup tu es présent, parce que ton mot-clé aussi, c'est être présent, être sur le terrain. Est-ce que tu fais aussi des salons? Est-ce que tu pourrais en citer des salons pour aller rencontrer Alors, des prescripteurs ou des clients? Alors, beaucoup de salons, mais alors, pour le coup, ça va être plutôt axé santé de la femme, moins Silver Eco. Je peux citer BioTrinity, qui est un gros salon des biotechnologies au UK, auquel on a participé. Sinon, après, ça va être ce que j'ai fait en tout cas, c'est plus sur la santé de la femme. Voilà. D'accord. Bon, on verra ça avec ceux qui le souhaitent. Très bien. Et bien sûr, j'ai mis mon mail, donc si jamais il y a des questions voilà, sur des bonnes pratiques, etc., n'hésitez pas à me contacter si jamais vous le souhaitez. Voilà, les contacts sont dans la présentation qui sera disponible en replay d'ici quelques jours. Donc, c'est ce que je voulais vous rappeler. On arrive au terme de cette présentation. S'il y a des questions, on peut encore passer quelques minutes pour ceux qui le souhaitent. Je ne vois pas de la main levée, donc pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, je pense que les gens, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. On vous mettra en relation avec Anne-Sophie, avec Briac si vous le souhaitez. Et voilà, et avec Emmanuel Drew pour la partie accompagnement, bien sûr. En tout cas, je tenais tous à vous remercier, donc intervenants. Merci beaucoup, Emmanuel, Drew, Anne-Sophie, Briac, pour votre témoignage. C'était riche d'informations. Et à nos chères entreprises, bah, écoutez, on vous dit à bientôt. Moi, ce que j'ai voulu dire juste avant de partir, oui, n'hésitez pas, on a en tête pour les next steps de faire à nouveau d'autres focus sur la Silver Eco. Donc, n'hésitez pas à nous faire part des destinations que vous souhaitez. Aujourd'hui, ce serait plutôt l'Europe du Nord, l'Espagne, en tout cas, les prochains focus. Donc, n'hésitez pas à voter et nous dire pour quel pays vous souhaitez qu'on fasse le prochain focus. Et je voulais aussi vous rappeler BCI Info. Le sujet Silver Eco, nous, ça fait 5 ans, ça fait vraiment depuis plusieurs années qu'on suit cette thématique, effectivement, on la documente à travers l'outil de veille qui s'appelle BCI Info. Et donc, vous retrouverez, n'hésitez pas à aller consulter sur le site de BCI, donc tous ces articles consacrés à la Silver Eco à l'international. Le but étant toujours de vous inspirer et de vous montrer d'autres exemples pour ensuite vous donner envie d'innover, de lancer des nouveaux projets. Et puis aussi la newsletter, là, pour ceux qui ne connaissaient pas, la newsletter d'Alexandre Faure qui travaille avec France Silver Eco. Elle est très intéressante, cette newsletter aussi. Et donc, il y a des focus aussi sur certains pays européens qui pourraient vous intéresser. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci à tous pour votre temps. Merci. Très bonne journée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.